Madagascar possède des joyaux particuliers au travers de jeunes hommes et femmes engagés, complètement habités par leur volonté d'impacter positivement. Je vous présente une jeune femme activiste climatique, entrepreneur sociale et verte qui incarne la citation de Gandhi « Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde ». Écoféministe, elle mobilise les jeunes aux droits humains. J'invite Marie-Christine Akoul à nous transmettre cette flamme qui l'anime. Alors, tu m'entends bien? Oui. Déjà, bonsoir tout le monde et merci pour cette présentation inspirante. Je vais commencer parce qu'on vient tout juste de manger, pour la plupart en tout cas, et peut-être que vous n'êtes pas encore dans le bain et tout frais. Donc je vais commencer par quelques petites questions pour vous faire participer. Qui parmi vous a déjà mangé ce que d'autres considéraient comme un déchet? Levez la main. Une seule personne. Deux. Ok. Qui parmi vous a s'est déjà lavé avec quelque chose que d'autres considéraient comme un déchet? Oh là là, il faudra que je passe le micro pour savoir vous lavez avec quoi. Alors, pourquoi je pose ce genre de questions? C'est que très souvent, en tant qu'entrepreneur social, en tant qu'activiste environnemental, on essaye de mêler un peu des choses qui pour d'autres peuvent paraître un peu folles. Se laver avec un déchet, manger un déchet, ça semble pas commun du tout. Et très souvent, on est vu comme des ovnis. On nous traite de foufous, de créatifs, mais où vous avez cherché de telles idées? Et je vais pas dire que je suis la seule dans ce cas-là. Heureusement que ce matin, je pense que vous avez eu l'occasion de voir, d'entendre des personnes, des projets, des initiatives qui vous ont montré qu'à partir d'idées folles comme ça, on pouvait mettre en place des projets qui sont durables, des projets qui réinsèrent des populations qui peuvent être les plus vulnérables. En tout cas, moi, c'est un combat que j'ai choisi personnellement. Après avoir travaillé des années dans le milieu de la solidarité internationale, il y a un peu plus de 4 ans et demi, j'ai lancé mon entreprise sociale, le Green & Cool. Une entreprise qui, donc entre autres, recycle les huiles alimentaires usagées, qui sont l'une des formes de pollution de l'eau les plus importantes en zone urbaine. Car oui, on ne se rend pas compte que lorsqu'on va faire frire nos frites, par exemple, dans une poêle, et que par la suite, il nous reste une certaine quantité d'huile, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire de cette huile. On se dit, bon, cette huile, je vais la réutiliser encore et encore. Vous imaginez bien que c'est pas bon pour la santé. Et qu'est-ce qu'on fait de cette petite huile qui nous reste à la fin? Et si on la jetait dans l'évier ou si on la jetait dans les canalisations? Là viennent les conséquences sur l'environnement. Les eaux de Tana sont déjà suffisamment polluées, nos canalisations sont vétustes et je suis sûre que parmi vous, vous avez tous eu un jour cette expérience d'ouvrir ce robinet de la Dirama et d'y voir une eau complètement marron. Donc là, à ce moment-là, je pense que tout le monde lèvera la main si je demande qui a déjà eu une eau pareille. Donc, je suis pas vraiment ici pour parler de mon initiative uniquement, car des projets, j'en ai plein. Je suis aussi bien sur les savons recyclés que les serviettes hygiéniques lavables, que l'insertion d'anciens travailleurs du sexe transgenre, de femmes victimes de violences, de jeunes et d'anciens délinquants. Et à travers nos activités, on essaye de leur montrer, de montrer que les emplois verts ont de l'avenir, ce qui n'est pas évident dans un monde où, justement, même après... en ce moment avec une période post-Covid où on a l'impression que notre économie revient à ce qui était avant, une économie qui ne se tourne pas vers les impacts sociaux, vers la solidarité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de toutes ces initiatives de jeunes
qui, comme moi, essaient de créer un changement et qui pensent qu'une autre économie est possible. Pour rester dans le thème de la santé et de l'environnement, je parlais tout à l'heure de par exemple, qui a déjà mangé un déchet. J'imagine qu'ici, certains connaissent Foodwise, n'est-ce pas? Qui connaît Foodwise Madagascar? Levez la main. Ah, quand même une bonne partie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise sociale qui a gagné notamment le prix de la meilleure entreprise sociale en Afrique en 2018 par Orange, décerné par Orange, et qui, en fait, recycle ces denrées qui sont jugées être des déchets. Donc, les peaux de banane, ça peut faire d'excellentes chutneys, les peaux de carottes, les peaux de pommes de terre, tout ça aussi pour lutter contre la malnutrition et atteindre des populations qui aujourd'hui n'ont pas accès à une nourriture, à des repas équilibrés. Le projet dont je parlais tout à l'heure concernant les savons, notre projet c'est Alsoap, un savon qui est fait avec des huiles alimentaires usagées. Pour chaque savon acheté, un savon est offert à une association et à des personnes qui n'ont pas accès à l'eau aujourd'hui, parce que d'après l'UNICEF, je pense que vous connaissez peut-être cette statistique, 3 personnes sur 4 à Madagascar n'ont pas accès à l'eau. Donc ce qui nous semble être un geste si évident, se laver les mains, ce n'est pas le cas pour tout le monde, et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on a encore la diarrhée qui est la 2e cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le pays. Je veux parler de tout un tas d'autres projets. Je pourrais parler des heures de tout un tas d'autres projets, mais la meilleure chose, c'est plutôt quand on m'a dit viens sur scène, essaye d'interpeller les parties prenantes. Je suis désolée, je vais pas interpeller les parties prenantes, je vais interpeller les jeunes plutôt qui sont là pour vous dire ne vous inquiétez pas. Tout est possible. Vous avez des jeunes comme vous qui essayent de changer les choses, de créer un impact et surtout qui essayent de le faire ensemble. Nous, on essaye de le faire à travers un réseau qu'on a mis en place, le réseau Climat Océan Indien, qui rassemble aujourd'hui plusieurs associations, entreprises sociales et même des jeunes chercheurs qui veulent travailler ensemble dans cette lutte contre la pollution, dans la lutte contre le changement climatique. Donc, plutôt que d'attendre que ces parties prenantes se bougent pour nous laisser la place, pour nous laisser enfin participer aux prises de décision, prenons-nous en main, créons ensemble le changement, parce que oui, le changement, il commence par nous. Merci. Merci. Eh bien, maintenant, nous allons mettre en évidence la pollution et la santé, des données pour plaider et agir. Nous recevons 2 intervenants, nous aurons un débat qui seront introduits et facilités par Jean-Benoît Manès, représentant adjoint de l'UNICEF, en tant que modérateur. Merci. Et je voulais faire le lien avec l'intervention précédente de Marie-Christina en disant que les jeunes sont une partie prenante. Donc c'est très bien de les avoir mobilisés. Et avant de travailler à Madagascar, je travaillais au Maroc. Et au Maroc, on est considéré comme jeune jusqu'à 45 ans. Donc, dans les textes légaux. Donc ça laisse aussi la possibilité à pas mal d'entre nous, enfin moi je viens de passer la barrière, donc je n'ai plus à travailler, à s'impliquer. Alors ce matin on a vu que la grande difficulté qu'on avait à mobiliser les décideurs et à trouver des financements pour Madagascar, à prioriser les interventions liées à l'environnement et même à les comprendre, sont liées au manque de données. Dans le film, on mentionnait notamment qu'à Madagascar, il n'y a pas de station de mesure de l'air. Et on a vu entre-temps que c'était plus vrai. Il y a un projet en cours que nous soutenons très humblement. Et qu'en fait, ça ne l'a jamais été parce que l'INSTN a toujours réussi à mesurer, avec des périodes un peu plus difficiles parce qu'il manquait quelques intrants, la qualité de l'air à Tana. Ce qui va permettre non seulement, et on va voir la présentation de Madame Lucienne, d'expliquer, je dirais, la gravité du problème, mais également d'en chercher les sources, parce que l'INSTN a réussi à mesurer la qualité de l'air pendant la crise du Covid, qui a inclus également une certaine période de confinement, et donc moins de véhicules. Et donc on va pouvoir voir, en effet, quel est l'impact de certaines formes de pollution sur la pollution de l'air.
Donc, j'invite dès maintenant nos amis et collègues de l'INSTN, l'Institut National, je ne sais plus, des sciences et techniques nucléaires, c'était ça, il y avait le nucléaire à la fin que je connaissais bien. Et donc, Madame Lucielle Randriana-Maniveau, c'est ça? Merci, merci. Voilà, pardon. Bonjour à tout le monde. Donc, je vous remercie d'être venu cet après-midi pour écouter pour savoir ce que l'INSTN a fait, en particulier sur l'étude de la pollution de l'air en Tananarive. Donc, mon exposé se rapporte sur l'étude de la pollution de l'air durant la période de déconfinement partiel du Covid-19. Donc, le travail a été fait au mois de mai 2020. Pardon, ça fatigue. Merci. Donc, l'objectif de l'étude, c'est d'estimer la pollution de l'air engendrée par la circulation urbaine en Tananarive et aussi de suggérer des solutions susceptibles d'atténuer la pollution de l'air de manière significative. Donc, le choix des sites de prélèvement, donc, nous avons fait les études, nous avons installé notre appareil à Ambouda. Donc, le but, c'est de voir le niveau de la pollution sur l'axe Anous-Andouananalakeli. Donc, on a fait... on a effectué les prélèvements en janvier 2017 et en mai 2020. Là, donc, on a trié les résultats pour faire les comparaisons. Donc, la durée du prélèvement, c'est de 1 semaine. Donc, en janvier 2017, la situation était sanitairement normale avec un trafic routier avec bouchons. En mai 2010, c'était à la période de déconfinement partiel où le trafic routier est dense mais fluide. Donc, comme référence, nous avons pris un prélèvement d'air sur l'axe Amboupu-Ambandi. Donc, le site se trouve à Ndouamantsez. On a fait en parallèle avec le prélèvement d'Ambouda. Donc, la durée, c'est de 1 semaine. Donc, c'était à la période des confinements partiels. Mais le trafic routier est vraiment léger en ce moment-là. Et le point de référence suivant, c'est Anjanvour. Exactement, c'est le site de prélèvement se trouve dans le domaine des cités de professeurs Anjanvour. Donc, la durée de prélèvement était de 1 semaine et ça s'est passé en novembre 2015. Donc, l'Anjanvour, c'est pour un background. Donc, la situation est normale et le trafic est presque nul. Le trafic routier, presque zéro. Donc, pour l'interprétation des résultats, donc, nous avons utilisé les normes OMS et US-EPA pour l'interprétation des résultats. Donc, nous avons utilisé les normes OMS et US-EPA. Donc, on avait les paramètres d'étude sont les PM2,5 et les PM10. Donc, les valeurs à respecter, c'est 25 microgrammes en moyenne journalière pour l'OMS et 35 microgrammes en moyenne journalière pour l'US-EPA. Pour les PM10, c'est le PM2,5, ce sont les matières particulières, ce sont les poussières de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 micromètres. Les PM10,
ce sont les particules là, de diamètre inférieur à 10 micromètres. Donc, pour les valeurs à respecter, 50 microgrammes par mètre cube en moyenne journalière et 150 microgrammes par mètre cube en moyenne pour l'USCPA. Nous voyons là que les valeurs admissibles de l'USCPA sont plus tolérantes que celles de l'OMS. Et exactement là aussi, le nombre de dépassements autorisés pour l'OMS est de 3 jours par an, seulement 3 jours par an, mais pour l'USCPA, aucun dépassement n'est autorisé. Donc, vous allez voir les résultats tout à l'heure. Donc, les résultats sont aussi référenciés par rapport au zonage, à l'indice de qualité de l'air de l'USCPA. Donc, cet indice de qualité, donc le niveau de la pollution de l'air peut être référencé suivant l'indice de qualité de l'air. Donc, l'indice de qualité de l'air est fonction croissante de la concentration. Plus la concentration des PM est élevée, plus les valeurs de l'IQA s'élèvent aussi. Donc, l'échelle IQA est en rapport avec la qualité de l'air local vis-à-vis de la santé. Donc, les valeurs de l'IQA sont classées en catégories. Donc, une catégorie correspond à une description des zones, donc c'est ce que nous appelons zonage, et un code de couleur vert, jaune. Et à un zonage est attribuée une indication établie par rapport à la santé. Donc, si l'IQA se trouve en 50, donc le zonage est classé bon, la couleur est verte et la zone est considérée propre, c'est-à-dire sans aucun risque sanitaire. Donc, le suivant, c'est lorsque entre 51 et 100, zonage modéré, donc couleur jaune, donc l'exposition est de longue durée déconseillée aux personnes sensibles. Donc, là, c'est malsain pour les personnes sensibles. Donc, sont inclus dans le groupe des personnes sensibles les enfants, les personnes âgées et les personnes sujettes aux infections respiratoires et cardiaques, et ainsi de suite, jusqu'à donc bon, modéré, malsain pour les personnes sensibles, malsain, très malsain, dangereux et très dangereux. Donc, nous allons voir tout à l'heure la couleur de notre zone d'étude. Donc là, c'est nos résultats. Les sites de tout à l'heure, donc là, c'est à gauche, c'est le PM2,5 et à droite, c'est le PM10. Là, c'est les résultats d'études en Bouddha en 2017. Et juste en bas, en Bouddha en 2015. En 2020, pendant la période de confinement. Donc, vous allez remarquer là la grande différence entre l'embouteillage et le trafic routier fluide. Il y avait, le trafic routier est dense, mais fluide. Là, le trafic routier est dense avec un embouteillage, avec un bouchon. Donc là, à Ndouamantsé, en 2020, pendant toute la semaine, la zone est classée modérée. Donc, vous voyez là, là c'est zone très malsaine, le vendredi et le samedi en Bouddha. Pourquoi?
parce que il y a le marché quotidien, le marché à ciel ouvert d'Ambouda, de Mamas, tous les jeudis, et le marché à ciel ouvert d'Issout tous les samedis. Donc, ce qui fait augmenter la valeur des PM2,5 ici, parce que le marché provoque des embouteillages sur les quartiers avoisinants, à Peflou, Mamas également, Ambouda, Nalaké, tous les quartiers qui avoisinent le marché. Donc là, c'est le samedi, donc c'est le jour de marché de Dissous ou d'Amboudansou. Donc ça, c'est pour le PM10. Ah là aussi, hein, c'est un fait remarquant là, en 2015 à Anjanvour. Hein, donc c'est complètement vert là. Donc le quartier est classé zone très très propre. Hein. Donc le PM10 aussi, là, vous voyez là. Donc pour le PM10, Anjanvour est classé zone propre. Bien, et là, le PM10, donc également ici en Bouddha en 2017, jeudi, vendredi et samedi, le PM10 est élevé. Donc en Bouddha en 2020, donc seul le jeudi qui est élevé. Hein? Donc le reste modéré. Donc en Douamanchesa, donc la zone est modérée pendant toute la semaine. Donc vous voyez là la différence. Donc c'est ce que j'avais dit là, que les figures 1 et 2 permettent de constater de visu la différence entre les résultats obtenus selon l'endroit, la période et la circonstance. Donc ces figures résume également l'évolution temporelle et spatiale de la pollution de l'air par les microparticules dans la ville d'Antananarivo. Donc, le point suivant, donc nous allons entamer vers la fin. Donc, pour conclusion, donc, en situation de faible trafic durant la période de confinement, la baisse de niveau de pollution de l'air par les microparticules est observée. Donc, comme c'est le cas des axes Ambouda et Andouamanchese, sauf le jeudi pour le jour de marché à Mamasne, où les concentrations de PM10 et de PM2,5 sont 3 fois la norme à Ambouda, qui se situe dans l'axe du dit marché. Également, en situation de faible trafic, la qualité de l'air dans les zones étudiées de la ville d'Antananarivo est classée bonne et au pire modérée, synonyme de retour à la normale. Donc, comme recommandation, donc, afin de diminuer ou au moins de stabiliser la pollution due au trafic routier, il est donc recommandé de favoriser et d'optimiser un transport public de bonne qualité et le moins polluant possible afin que les gens arrêtent d'utiliser leur voiture propre. Donc, de multiplier aussi les contrôles de pots d'échappement des véhicules, même le contrôle inopiné est très recherché ici. De prendre des mesures financières incitatives pour encourager les gens à acheter des voitures non polluantes, d'installer des pistes cyclables. Donc, en ce moment-là, donc, cette recommandation est très, très recherchée. Parce que, vu le nombre de motos et de bicyclettes qui circulent, qui se faufilent entre les voitures, c'est très dangereux. Donc, d'alterner la circulation des véhicules à numéros impairs et impairs, notamment durant les périodes
de pics de pollution. Donc ainsi, j'ai terminé mon exposé, mais là, je vais vous montrer là notre site de prélèvement c'est en Bouddha. L'appareil est installé dans le domaine de l'état-major marine Navy, dans l'état-major de la marine nationale en Bouddha, et l'impacteur se trouve dans ce seau, donc mitoyant la route. Là, c'est la route en Bouddha, qui entre Lacanus et le ministère de la Santé. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions et je pense qu'on pourra étudier encore plus les détails. On voit que même pendant le confinement et déconfinement, on ne retrouve pas les valeurs de 2015. Donc, je pense que le fait qu'on installe de plus en plus de capteurs nous permettra d'avoir des mesures encore plus à jour du fait de l'augmentation chaque année du parc automobile. Je pense qu'on voit également la différence entre les particules de 2,5 et particules 10 qui montre que les sources de pollution peuvent être plus variées au sens où quand ça baisse sur le 2,5, ça baisse pas forcément sur l'autre niveau. Et enfin, même lorsque la situation est bonne, elle reste quand même modérée par rapport aux meilleures recommandations de l'OMS. Moi, ça me rassure parce que j'habite dans la zone qui était verte en 2015. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Zone où néanmoins on n'a pas d'eau, donc chaque fois un petit souci. Mais je pense que justement la mesure de la pollution, on la sent tous quand on se promène et on regarde Tana. On est beaucoup moins évidemment sensible à la situation dans d'autres facteurs qu'on a mentionnés ce matin, dont la qualité de l'eau. Et la qualité de l'eau, c'est pas seulement les eaux de boisson, c'est l'impact que ça va avoir sur la contamination des végétaux, de l'alimentation. Et donc nous avons avec nous Monsieur Mortiliaro, merci, qui va nous présenter justement cet impact. Et Madame Lucienne, vous pourrez répondre aux questions tout à l'heure lorsqu'on aura fait la deuxième présentation. Donc on va pouvoir voir justement comment un impact qui est peut-être moins connu, moins compris, néanmoins nous touche également chacun d'entre nous. Sauf si on mange pas de légumes, peut-être, mais oui. Pas conseillé non plus. Merci. Donc, merci pour l'introduction, merci au public d'être venu assister à cette conférence et merci à l'IFM pour accueillir cette conférence sur la thématique de la santé et l'environnement. Je m'appelle Jean-Michel Mortillaro, je suis chercheur au CIRAD et en poste à Madagascar depuis 2016. J'attends mon slide qui arrive, donc je meuble le temps en attendant. Et donc, je travaille principalement sur la pisciculture, avec un intérêt également pour les effluents anthropiques et l'impact qu'ils peuvent avoir sur le milieu, sur l'environnement. Alors, sur le côté. Voilà, ça y est, ça arrive. Ok. C'est bon, c'est le bon bouton. Donc voilà, c'est un travail qui est présenté, c'est une synthèse de différentes études que nous avons menées sur la pisciculture et le lien qui existe entre les risques sanitaires et la pollution environnementale. Donc cette synthèse, elle a été faite avec différents collègues, notamment donc du CIRAD, de différentes unités du CIRAD, et également du département de recherche zootechnique vétérinaire et piscicole du FOFIFA. Alors pourquoi les poissons? D'abord par intérêt personnel, mais aussi parce que le poisson, c'est une source majeure de protéines et de nutriments essentiels qui est particulièrement carencée à Madagascar. Un autre contexte, c'est la pollution. Ça va trop vite. Voilà. La pollution qui affecte les écosystèmes aquatiques et la qualité du poisson, notamment parce que le poisson, il vit dans un milieu confiné, entre guillemets, on pourrait dire ça, et il va s'alimenter sur les organismes qui vivent dans ce milieu, donc tout ce qui est plancton et micro-organismes, qui eux peuvent être affectés par les effluents urbains.
Donc c'est ce que je montre, on voit la petite usine, le 1 qui va vers ces petits organismes qui sont consommés par le poisson, qui se bioaccumulent dans la chaîne trophique et qui vont, in fine, contaminer l'homme s'il consomme ces denrées animales. Donc le poisson, hop, je vais pas toucher pourtant. Le poisson peut, la chair de poisson consommée peut comporter différents contaminants, qu'ils soient biologiques, toxiques ou chimiques. C'est sur ce dernier point qu'on va s'intéresser. Et donc, nous travaillons sur des projets de pisciculture. On a cherché à évaluer si nous avions du poisson de qualité qui était produit dans le cadre du projet et s'il n'y avait pas une qualité qui était compromise par la pollution environnementale. Donc, quelques définitions pour placer un petit peu le contexte. Je vais parler de métaux lourds ou d'éléments traces métalliques, c'est la même chose, mais le terme ETM, éléments traces métalliques, est plus correct. Ces ETM ont des propriétés de persistance et de bioaccumulation dans l'environnement, et donc ils constituent un risque de détérioration de la qualité sanitaire, de l'environnement et des organismes qui l'occupent. Et donc, in fine, encore une fois, si on consomme ces organismes, il y a un danger, une toxicité pour l'homme. L'urbanisation, je définis l'urbanisation ici par les activités anthropiques qui la constituent, et notamment toutes les activités d'industrie, de routes et les eaux usées qui vont polluer, créer une source de pollution et créer des ETM, mais pas seulement. Il y a d'autres sources de pollution, mais nous, on a travaillé sur les ETM comme traceurs. Un point important aussi à considérer, c'est que les réglementations malagasy sur les denrées alimentaires d'origine animale, notamment le poisson, ne considèrent pas ces pollutions pour le marché local. Ce n'est pas le cas pour le marché international, notamment pour le poisson, c'est l'ASH, l'autorité sanitaire halieutique, qui effectue des contrôles avant l'exportation. Donc, on a travaillé dans le cadre du projet AMPIN, le projet d'appui au marché piscicole en Annalamangue, pour évaluer, donc c'est un projet financé, qui a été financé par l'Union européenne dans le cadre du programme ASA, pour évaluer l'hygiène et la contamination des poissons en Annalamangue. Donc, on a travaillé sur les poissons d'aquaculture, sur 2 zones, la plaine de Fénoarive et les zones d'intervention du projet en milieu rural. Donc, pourquoi la plaine de Fénoarive ? Alors, la plaine de Fénoarive est entourée par une plaine inondable de 1400 hectares. Cette plaine, elle est inondée par le fleuve Icoupe, qui longe donc la capitale. Mais dans cette plaine, on retrouve notamment un système agricole qui est appelé les Tanzoun. Les Tanzoun sont des digues qui sont érigées hors de l'eau pour permettre la présence d'une activité agricole. Donc, en évitant la montée de l'eau, on peut maintenir l'agriculture, le maraîchage ou les fruitiers, les clémentines notamment, sur ces zones-là. Donc, on a pu constater avec l'arrivée du projet qu'il y avait également de la pisciculture qui s'était créée dans ce milieu. Tout simplement, on voit que cette digue a une forme de U. Le U est fermé et on se retrouve avec un bassin piscicole et donc on fait de la pisciculture dedans. Donc, on a voulu caractériser cette zone et compte tenu de la proximité avec le fleuve Icoupe qui inonde la zone, on avait voulu évaluer la qualité des productions afin d'éviter de promouvoir un modèle qui serait de mauvaise qualité. On a comparé ce système avec le lac Anjantapan, donc ici en haut, qui est une zone autorisée pour la pêche et donc qu'on a considéré comme une zone propre. Et on l'a comparé avec notre témoin négatif qui était le Marais Massaï, qui est clairement reconnu comme une zone sale. C'est une zone d'épuration des rejets urbains. Pourtant, la pratique de la pêche y est réalisée régulièrement et elle est controversée. Voici les résultats qu'on a obtenus. Et le plomb a disparu, c'est dommage. Donc, on a pu obtenir donc les résultats sur la chair de poisson en contamination en différents éléments traces métalliques. Principaux métaux lourds qui ont été problématiques, ce sont le plomb et le chrome, avec des niveaux de concentration très au-delà des normes maximales autorisées. Donc là, on est aux alentours de 6-7 pour le chrome, alors que le niveau autorisé par l'OMS et la FAO est de 0,1. Et pour le plomb, on était au-dessus de 10, alors que le niveau est de 0,3. Donc on a des concentrations très très élevées et dans les 3 systèmes.
Quand on regarde ces systèmes de plus près, on a fait une étude un petit peu qualitative pour évaluer quels étaient le réseau hydrographique et quelles étaient les sources de pollution. On a pu observer différents intrants entrées d'eau dans le marais Masai et dans le lac Anjantapan qui est en bas. Une densité de population très importante et donc de forts rejets d'effluents anthropiques, d'effluents urbains qui vont dans ces milieux aquatiques. Par ailleurs, on le voit pas très bien sur la carte, j'ai pas le pointeur donc je vais m'avancer. On voit ici des zones en vert, également sur cette zone-là ici ils sont représentés en bleu, qui représentent les industries et des activités artisanales qui rejettent, sinon directement, leurs effluents directement dans les plans d'eau. Donc, ils constituent une contamination. Et quand on compare avec les Tanzun, on voit qu'il y a effectivement des zones, des flèches en bleu qui représentent les entrées d'eau dans la plaine, mais on a une densité beaucoup plus faible. On a principalement une activité agricole sur cette zone-là, et c'est les effluents potentiellement de l'Iquioup qui vont constituer la principale source de contamination, et l'Iquioup récupère tous les polluants en provenance de Tana. On a cherché alors à s'intéresser au milieu rural pour voir si notre contamination existait toujours. Il se trouve que donc voilà les différentes zones d'intervention du projet dans la Nalamang, l'Itas et le Vakinan Karach, avec toutes les communes qui sont colorées en orange. Et donc on a les 3 points bleus qu'on avait prélevés initialement. On a complété ces 3 points bleus avec la série de points verts que vous pouvez observer. Sur tous ces points verts, on a pu mettre en évidence l'absence de contamination en ETM toxiques qui sont présentés sur le premier graphique en haut à gauche. Donc arsenic, cadmium, cobalt, chrome, mercure, nickel, plomb. Par contre, la présence de certains ETM moins toxiques qui sont présents naturellement dans les aliments, le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, c'est des éléments qui sont présents dans notre alimentation et qui peuvent être utiles pour le corps, mais à des concentrations trop importantes, ils deviennent problématiques. On a pu mettre donc en évidence qu'il y avait une faible contamination en milieu rural, mais nos enquêtes ont montré qu'il y avait une forte prévalence de l'utilisation de produits phytosanitaires qu'on n'a pas pu mettre en évidence avec les ETM. Donc, ETM, métaux lourds, permet de caractériser une certaine source de contamination, pas toutes. Donc, il y avait quand même des risques en milieu rural qu'on n'a pas pu évaluer avec les ETM. On a cherché donc à faire un changement d'échelle pour essayer de voir quels étaient dans la zone d'étude les risques de contamination. Et c'est ce qu'on a fait avec un autre projet, qui est le projet Interreg Kalinov 2. Donc, on a essayé d'établir une cartographie des zones à risque de contamination en ETM pour les poissons d'eau douce en Nalamang. Donc, cet outil, c'est un outil de modélisation basé sur de la cartographie qui permet d'évaluer spatialement les risques de contamination des poissons d'eau douce sur la base des ETM en utilisant la méthode d'analyse des décisions multicritères spatialisées, le MCDA. Donc, j'ai dit que c'était un outil de modélisation. Il permet de faire des prédictions de zones à risque, mais étant donné que ce sont des prédictions, il faut les valider avec des données quantitatives prélevées sur le terrain. La méthodologie, c'est l'identification de facteurs de risque, leur spatialisation, standardisation, et puis après, on va confronter ces facteurs de risque à des dires d'experts pour effectuer une pondération. Donc, on va avoir l'avis d'experts pour évaluer justement quel est le risque d'émission, le risque de transmission et les zones sensibles vis-à-vis de différents éléments traces métalliques. On va agréger ces données pour obtenir la carte. Donc ici, je vous ai représenté le tableau de la pondération. On a travaillé sur 4 éléments traces métalliques qui étaient l'arsenic, le cadmium, le mercure et le plomb. On voit pas très bien les chiffres, on voit pas trop ce qui est écrit. Désolé, je m'en excuse. Par exemple, pour l'arsenic, l'émission est principalement liée à la densité agricole. La transmission est principalement liée à la proximité des rivières et au bas-fond, si je dis pas de bêtises. Et les zones sensibles, ce sont les plans d'eau. Donc voilà, on caractérise un petit peu les différentes zones. Et après, on agrège et on obtient une carte. Et voici la carte. Donc cette carte, elle représente les différentes zones à risque pour la contamination ETM et pour la pisciculture, vraiment spécifique à la pisciculture.
On peut observer donc les différents niveaux de risque et nous avons représenté les points qui avaient été prélevés avec les données quantitatives, les concentrations des différents éléments traces métalliques réalisés sur les poissons. Et bien finalement, on peut se rendre compte que en comparaison à Tana, il y a de nombreuses zones à risque en milieu rural. Maintenant, quand on regarde les données chiffrées, on peut observer qu'il y a un petit écart entre les concentrations et les niveaux de risque potentiels dans des zones rouges. On voit que par exemple le plomb, qui est le principal problème ici, qui est entre 4 et 6 dans les valeurs observées, dans des zones rouges, en milieu rural, on n'a pas forcément une concentration élevée en plomb. On est à 0 sur de nombreux sites. Et donc, c'est là l'intérêt de valider le modèle par des données quantitatives, par des prélèvements de terrain. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a fait les prélèvements, on a préparé les échantillons et on est bloqué à cause du Covid pour envoyer les échantillons à Maurice pour l'analyse. L'objectif au final, c'est d'obtenir un outil d'évaluation, de valorisation et d'extension de la pisciculture en Analamang. Pour conclure, les perspectives de ces travaux, c'est en plus pour un chercheur de publier ces données-là, de transmettre un petit peu les risques qui sont présents par cette contamination. On va essayer de sensibiliser les éleveurs sur la toxicité des contaminants et leur impact sur la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. On va travailler notamment sur le projet AFAFI Centre pour essayer de rajouter la composante nutritionnelle et hygiénique du poisson qui pose problème lors de sa commercialisation, s'il n'est pas frais. Et on travaille sur un projet de thèse avec ma collègue du FOFIFA pour mettre en place des méthodes d'atténuation, du moins évaluer des méthodes d'atténuation permettant de réduire la production et le déversement de ces ETM dans l'environnement en prenant en compte la diversité des variables en jeu. Il faut prendre en compte que justement les composantes sociales, économiques et environnementales peuvent jouer énormément sur la diffusion, la disponibilité de ces ETM dans l'environnement. Donc on a déjà établi le cadre conceptuel de la biodisponibilité des ETM dans l'environnement avec ce qu'on appelle la modélisation de la dynamique des systèmes complexes. Donc c'est complexe. Et donc on espère pouvoir financer cette activité pour pouvoir produire des scénarios d'atténuation qui soient transférables avec la carte aux décideurs et aux bailleurs de fonds et aux ONG qui veulent installer de la pisciculture en Analamang. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien aimé cette présentation parce qu'elle résume un peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a commencé la journée en parlant du plomb, et vous vous rappelez peut-être du voyage que le plomb pouvait faire dans le sol et l'eau. Puis on parlait après d'une pollution un peu invisible, mais qu'on peut retrouver dans l'alimentation humaine. Et on a vu, c'est pas seulement pour ceux d'entre nous qui vont pêcher dans le Meret Maasai. Ça se retrouve assez largement, y compris dans les zones rurales, parfois avec les métaux lourds dont on parlait, parfois avec d'autres polluants dont on n'a pas encore assez parlé, notamment une fois de plus les engrais et les pesticides. Et je suis pas le meilleur spécialiste agricole du monde, mais si vous pouvez aussi peut-être la prochaine fois inviter quelqu'un de CIRAD sur je pense que pour certains légumes et certains végétaux, les degrés d'absorption des métaux lourds sont également importants. Alors, ce sont deux éléments, si vous voulez, qui montrent, et on voit que on a juste commencé à creuser. On voit qu'on a besoin de plus de fonds pour étendre les recherches, pour généraliser peut-être les mesures. Mais ça montre quand même une fois de plus que la variété des atteintes à l'environnement est peut-être plus large que celle qu'on pensait, et peut-être plus complexe en termes de sources de pollution. On l'a vu pour les particules fines, même quand il n'y a pas de voiture, ça reste quand même assez élevé dans certains polluants, prouvant qu'il y a d'autres causes qu'on avait vues, le charbon et les modes de cuisson. Donc je pense que c'était un bon moyen un peu de synthétiser la situation. Mais avant de passer à la partie suivante qui vise justement à mettre en avant quelques gestes concrets qu'on pourrait faire pour améliorer
la gestion et la vie quotidienne. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux intervenants techniques qui nous ont présenté une fois de plus l'apport de la science à notre thématique aujourd'hui, ou si vous avez des informations complémentaires à votre niveau sur des initiatives permettant de récolter des données sur la situation à Madagascar. Donc je laisse le débat ouvert. Ouais. On va commencer par CCOC, après Alex et après... En fait, je voudrais réagir par rapport à la première présentation. Le problème ici, par rapport aux voitures et tout ça, c'est la visite technique. Oui. Non, mais sérieusement, on a l'air je rigole pas du tout parce que toutes ces voitures qui passent les visites techniques, et je pense qu'il y a quand même un certain nombre qui devrait être mis à la casse. Et ça, c'est lié à la corruption. Au niveau de la visite technique dans ce pays. Et donc, moi, c'est vraiment une interpellation que je fais par rapport à ça, parce que ça pose un réel problème, surtout quand ça a été les levées d'informations là étaient au niveau d'Ambuida et le tunnel, parce qu'on n'a pas parlé du tunnel d'Analaké là. Donc ça pose un réel problème. Et puis, juste une petite réaction aussi d'interpellation des autorités de ce pays, c'est que ça montre, les deux présentations montrent vraiment l'importance de la recherche. Or, la recherche dans ce pays, c'est vraiment le parent pauvre. Alors qu'on sait très très bien que s'il n'y a pas de recherche et si la recherche n'est pas appuyée par l'État, c'est compliqué. Et puis après... Oui, merci. Moi, je réagis par rapport à la deuxième présentation tout à l'heure parce que je suis vraiment étonnée de voir la carte à la fin de Analamang où vous avez fait des analyses des poissons, c'est à partir des poissons, et je vois que dans des contrées très... il y a personne, presque personne, où c'est quand même pas vert la qualité de l'eau. Donc, on peut dire que c'est la qualité de l'eau. Donc, ça m'interpelle vraiment comment ça se fait que dans des contrées très lointaines où il n'y a pas grand monde, il y a quand même des pollutions, des polluants qu'on doit trouver en ville, je crois. Oui. Donc, c'était ça ma question. Vraiment, ça m'a interpellée parce que moi, j'ai des exploitations vraiment loin de Tana et ça m'étonne. Pardon, peut-être deux réactions. La première, par rapport à notre collègue qui a suggéré de bannir toutes les voitures qui polluaient. Je pense qu'il faut toujours aussi de nouveau proposer des alternatives. Je pense que toutes les vieilles 4L, les 2 chevaux, etc., ça fait un petit peu partie de la marque de Antananarivo. Mais de nouveau, le private partnership, comme on dit en anglais, on pourrait très bien aller vers Peugeot, Citroën, etc., et leur dire pourquoi est-ce que vous ne transformez pas ces voitures, vous les gardez comme elles sont, mais vous substituez avec des moteurs électriques. Ce serait un chouette projet pour Peugeot, etc. Je ne sais pas s'il y a des décideurs politiques ici dans la salle, mais ça pourrait être intéressant. J'ai une question pour le docteur du CIRAD, Morline. J'ai une très très grande préoccupation depuis que je suis arrivé en janvier ici, au vu de la structure géologique du bassin du Merne. Toutes les eaux se déversent au niveau du bassin, qui est une énorme riziculture. Et j'ai lu un petit peu par rapport au riz. Et malheureusement, le riz a la caractéristique de concentrer les métaux lourds également. Donc ma question pour vous, c'est est-ce que de l'étude que vous avez montrée sur les poissons, qui concentrent déjà une quantité effroyable de métaux lourds, est-ce qu'on pourrait en déduire directement que le riz du bassin d'Analamanga est totalement pollué par les mêmes métaux lourds? Et sinon, est-ce que ce ne serait pas utile pour nos décideurs politiques et de la santé de faire au moins une étude sur la contenance du riz, particulièrement du bassin ici, et de tout ce qui est irrigué après, parce que les rivières descendent, et j'imagine
irrigue je ne sais pas combien de bassins de riziculture avec les mêmes métaux lourds et donc contaminerait une grande partie du riz. Et je voudrais le rappeler que particulièrement pour les enfants, l'intoxication au plomb chez les enfants, ça entraîne des débilités profondes, ça entraîne un retard mental, ça entraîne donc pour l'UNICEF c'est une grande préoccupation et ça ne devrait pas être juste pour l'UNICEF, ça devrait être pour Madagascar en tant que pays vraiment. Merci. Merci. Donc je ne sais pas si les panélistes ont justement des compléments ou des suggestions additionnelles suite aux questions qui ont été posées. Donc à la fois par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la pollution dans les non-poissons, les végétaux, et les questions liées peut-être plus à la problématique des véhicules sur Tana, notamment de l'âge et du contrôle technique éventuel qui est censé exister des véhicules. Est-ce qu'il y a un plaidoyer qui a été fait ou qui peut être fait pour mettre aux normes? Merci. Donc, Madame Lily a dit que le problème ici, ce sont les visites techniques. C'est ça? Parce que j'étais occupée par les chaises, donc je ne vous ai pas entendu. Donc, donc les visites techniques, comment dire? Donc, vous voulez dire que les visites techniques à Madagascar ne sont pas dans les normes ou ce sont les voitures. Donc, à mon avis, le mieux, c'est de ne pas importer des voitures d'occasion. Non, le mieux, c'est de ne pas importer des voitures d'occasion. C'est ce que comment dire, c'est ce que je propose. La deuxième question, c'est sur quoi? Non, je pense que c'était plus lié à l'autre présentation. Ah oui, le plan dans les poissons et l'eau. Voilà, donc, merci pour les questions. La première question, c'était sur la présence de zones à risque en milieu très reculé. Ces zones à risque, on les a évaluées sur différents facteurs, la présence de routes, la densité de la population, la présence d'agriculture potentiellement contaminante. Comme on le disait tout à l'heure, il y a certaines cultures qui utilisent beaucoup plus de pesticides que d'autres. Et on a confronté l'ensemble de ces facteurs avec la pluviométrie, avec la géologie également. Et c'est ces résultats-là qui nous ont, tous ces facteurs-là qui nous ont donné cette cartographie. Voilà, ça éclaire un petit peu. Il se trouve qu'il y a Hans qui a fait la première cartographie qui est juste au milieu de la salle. Si éventuellement elle veut apporter des compléments, elle pourra le faire. Et donc voilà pour cette base sur la carte sur l'évaluation des facteurs de risque. Ensuite, la deuxième question vis-à-vis du riz. Alors effectivement, le riz concentre les métaux lourds et donc étant donné qu'il y en a dans l'environnement, il y en a dans les zones piscicoles, nous, notre intervention était principalement focalisée sur la rizipisciculture, donc on associe les deux. Donc on peut très très bien se poser la question, on se l'est posé, sauf qu'on n'a pas forcément, moi en tout cas, j'ai pas forcément la compétence riz en tant que spécialiste des plantes, et donc on a fait intervenir une collègue de l'INRAE avec une collègue de mon équipe du CIRAD qui a évalué la génotoxicité de l'eau sur le riz, le cresson et les poissons. Et on a fait ça sur deux zones qui étaient le Marais Massaï et la zone de Viliaz pour évaluer justement dans une zone potentiellement non contaminée, est-ce qu'il y avait un risque d'effet mutagénique sur ces organismes-là. Et ben on a pu montrer que dans les deux cas, on est en train de finaliser la publication, elle va être soumise la semaine prochaine. On a montré que dans les deux cas, que ce soit sur, alors non, on n'a pas travaillé sur le cresson, on a travaillé sur l'oignon, pardon, que ce soit sur le poisson, que ce soit sur le riz ou l'oignon, on avait des mutations dans les deux zones.
D'accord? Donc, alors c'est pas forcément le plomb, c'est pas forcément les ETM, ça peut être un cocktail de contaminants, mais en tout cas, il y a des mutations génétiques, ça se passe au niveau du méristème racinaire, donc la toute petite racine qui commence à pousser, qui est la première au contact de l'eau, et ben cette eau, en 2 jours, elle crée des mutations génétiques sur les cellules du riz, des racines de riz, d'oignons, et sur le sang des poissons qui sont immergés dans ces environnements. Donc, ben, on n'est pas médecin, mais derrière, ça pose beaucoup de questions. Merci. Ça pose beaucoup de questions et un des points aussi qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est justement d'autres pistes qui ont été lancées au cours de ces présentations. Ce matin, on avait évoqué l'environnement urbain comme une source potentielle d'atteinte à l'environnement. Et c'était pas forcément très clair qu'est-ce qu'on voulait dire par là, mais je pense que par la présentation qu'on a eue sur la pollution de l'air et notamment sur les pics atteints les jours de marché, montre également qu'il y a un rôle pour l'aménagement urbain, il y a un rôle pour peut-être l'étalement de la part des communes urbaines de ces jours de marché ou de ces zones de marché. On a parlé de l'importation des véhicules, même si, en effet, réduire les véhicules d'occasion nous laissera quand même avec notre parc actuel qui date parfois du temps où Berliet faisait des camions. Mais néanmoins, ça montre aussi que l'État, via d'autres mécanismes, les douanes, peuvent jouer un rôle sur la pollution. Donc c'est vraiment, je pense que l'enseignement qu'on voulait aujourd'hui, c'était ça, c'est-à-dire que la question de l'impact de l'environnement sur la santé n'est pas réservé seulement au ministère de l'Environnement et au ministère de la Santé, mais que chacun peut vraiment jouer un jour. Et c'est ces 2 présentations qui concluent un peu le premier cycle aujourd'hui qui visait à présenter la situation, justement montrent ces multiples conséquences, parfois inattendues, rarement optimistes, mais également montrer le rôle potentiel d'acteurs auxquels on ne pense pas a priori. Je ne sais pas s'il y a un dernier round de questions, parce qu'on a une petite dizaine de minutes avant de passer à une session un peu plus motivante sur les gestes qu'on peut mettre en place pour mitiguer la situation actuelle. Donc une fois de plus, merci encore. Et le mot de la fin, il y en a une là-bas peut-être, mais l'un des mots de la fin, c'est que la recherche est nécessaire. La recherche est un parent pauvre, comme malheureusement beaucoup de parents ici. Mais on se rend compte aujourd'hui que sans recherche, on ne pourra pas savoir où prioriser et où mener notre action. Ma question s'adresse par rapport à la deuxième présentation, et particulièrement donc sur le point sur le riz, l'oignon et le poisson. Une fois qu'on fait le constat donc d'une forte contamination, c'est quoi le mécanisme institutionnel qui doit s'enclencher pour stopper les choses ou pour enrayer les choses? Qu'est-ce qui devrait se passer ensuite? Je suis pas sûr d'avoir les compétences pour répondre. Nous, en tant que scientifiques, on va transmettre les rapports aux gouvernances. On a alerté lors de différentes réunions, notamment avec l'ancien ministère des Pêches, pour évoquer quelle était la situation vis-à-vis du poisson. Là, ce que je vous communique vis-à-vis du riz, de l'oignon et du poisson sur les mutations génétiques, c'est des résultats qu'on vient d'obtenir, donc on n'a même pas finalisé le rapport, on va soumettre la publication et c'est ça qui va être transféré. Donc maintenant, après, c'est comment on échange avec les politiques publiques justement pour les sensibiliser à ces problèmes et comment les actions sont entreprises. J'ai pas toutes les réponses. Par rapport à la question de Wun, moi non plus, hein, je prétends pas trouver les solutions miracles, mais c'est là où justement le rôle aussi de la société civile, le rôle aussi des différents acteurs pour faire des plaidoyers auprès de nos gouvernants, déjà en commençant peut-être au niveau local, hein, puisque c'est beaucoup plus proche de nous, hein, nos Fouquetins, nos communes, peut-être pas la région, mais c'est un peu plus loin. Donc je pense qu'il y a vraiment un appel pour que nous aussi, en tant que citoyens, on a un rôle à jouer et de connaître, d'avoir des informations comme ça, donc qui sont essentielles pour pouvoir agir auprès de nos décideurs.
Merci beaucoup pour cette dernière intervention et ça me fait penser que on en a encore un appel ici, qu'il y a un partenaire qu'on a oublié depuis ce matin, mais c'est le rôle clé des médias et on en a plusieurs dans la salle. Donc on remercie les médias qui sont là pour nous aider à couvrir l'événement et à faire passer l'information, parce que ça fait partie également des mécanismes qui vont permettre d'alerter les décideurs, d'éduquer la population, d'informer les stakeholders, je ne sais pas comment on dit en français, les personnes qui ont un intérêt dans l'histoire. Et donc voilà, cette coopération également avec les médias est un des outils et un des leviers pour contribuer à la connaissance et à l'amélioration des situations. Oui, je voudrais rebondir sur la dernière présentation et en même temps sur les remarques de Madame Zafbil. C'est sur la mise à l'échelle peut-être de ces études au niveau de Madagascar, pour connaître c'est quelles régions qui ont ces problématiques-là. Parce que par exemple en ITAS, moi je viens d'ITAS, on voudrait par exemple savoir sur la pollution, sur ces métaux lourds et tout ça, parce qu'il y a un constat depuis 2 ou 3 ans. Il y a une disparition de la soie sauvage dans les forêts de tapia. Et c'est en concordance avec l'introduction de cultures de haricots verts au sein donc de ces forêts. Est-ce qu'il y a un lien ou autre? Je sais, on ne sait pas encore. Mais des études comme ça pourraient éclaircir sur la prise de décision, même aussi donc au niveau décentralisé, donc les communes et les régions. Pareil sur la région, pas sur le lac, mais quand même pas trop loin du lac, avec la culture de tomates qui utilise beaucoup de produits pour faire rougir les tomates. Donc on ne sait pas si ça a un impact sur le sol, sur la nappe phréatique ou autre. Et ce serait bien que des études comme ça ne soient pas seulement donc pour la ville de Tana ou bien sûr en Alamangue, même si ça aide les décideurs ici au niveau central, mais aussi donc dans les autres régions. Merci. Une bonne transition avec la prochaine session où justement, parmi les intervenants, on va évoquer le rôle de la recherche qu'on a déjà un peu exposé pour justement, désolé, je te gâche ton speech, Charlotte, pour justement développer des mécanismes d'amélioration de la situation. Donc je remercie une fois de plus nos deux panélistes. Et on mettra en ligne certaines de ces études pour que vous puissiez justement, les chiffres étaient parfois un peu petits, avoir cette documentation de visu. Et je repasse la parole à la maîtresse de cérémonie.